Et salut toi! Qui n'a jamais rêvé de gloire et de renommée? C'est vrai que ça fait planer cette idée de vivre dans la mémoire des autres des siècles après sa mort. Du coup, c'est pas pour rien qu'une des pires malédictions qu'on puisse trouver, c'est la damnatio memoriae. À tes souhaits! La damnatio memoriae, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va voir ça ensemble. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Si on devait traduire, ça donnerait la damnation de la mémoire. Ouais, ça t'en bouche un coin, hein. Alors non, ça ne consiste pas à mettre les doigts de ton ennemi dans une prise électrique jusqu'à ce que ça lui grille les neurones et le rende sénile. C'est pas non plus une technique de lobotomie. La damnatio memoriae, c'est condamner quelqu'un à l'oubli. Et souvent, c'est post-mortem. C'est en fait du coup le complet opposé de la consécratio romaine. Quoi, tu sais pas ce que c'est la consécratio romaine? On n'est pas sorti de l'auberge, il faut que je te définisse tous les termes. Selon Anthony Rich, dans son dictionnaire des antiquités romaines et grecques, c'est déification ou apothéose, cérémonie par laquelle un mortel était mis au nombre des dieux et appelé à participer aux honneurs divins. T'as besoin que je te définisse le mot honneur ou ça va, c'est bon? Tu vas voir, cette pratique elle est utilisée depuis très longtemps, mais c'est seulement en fait en 1689 qu'elle va être introduite par Schreiter Gellarch. Alors sûrement qu'il a voulu la mettre en pratique contre ses parents pour lui avoir donné ce nom-là. J'ai dit que ça faisait du coup longtemps qu'on l'a pratiquée. Et oui, parce que comme tu t'en doutes sûrement vu la consonance latine de l'expression, cette pratique nous vient de l'Égypte. Alors en fait, en Égypte antique, on avait une conception assez particulière de tout ce qui était représentation, que ce soit dessin ou écrit. Pour les gars, une gravure, ça offrait à celui qui était représenté un pouvoir magique. Celui d'exister en fait, même au-delà de la mort. Et en détruisant les gravures, on lui retirait tout simplement son pouvoir d'exister. Pour les Égyptiens, c'est une réelle malédiction. Alors souvent en fait on va venir faire ça suite à un assassinat ou à un coup d'état. C'est un petit peu pour éviter que le mort ne revienne pour foutre le bordel ou se venger. Chez les Romains, oui parce qu'il y a quand même des Romains dans cette histoire, on n'a pas le côté magie. Dans la Rome antique c'est plutôt lié en fait à la notion de déshonneur. Du coup on va l'exercer contre des hommes politiques ou contre des traîtres. Ça va permettre soit par exemple d'effacer l'existence d'un empereur fou ou tout simplement en fait de faire chier un ennemi même pendant sa mort. Les Romains avaient compris que le désir de gloire poussait pas mal d'hommes à agir. Bah du coup, quoi de pire en fait que d'être oublié et de perdre sa gloire? Alors à cette époque en fait, c'est le Sénat qui vote la damnatio memoriae. En gros, c'est son petit moyen de pression contre les personnages publics et principalement les empereurs. Le Sénat, c'est pire qu'une meuf cocu. Alors il se contente pas seulement de t'oublier tout seul dans ton coin, non, il va carrément en fait récupérer toutes les preuves de ton existence, sculptures, documents officiels, peintures, et du coup, il crame ça au KLM. Je te l'ai dit, pire qu'une ex hystérique. Alors plus tard tu vas retrouver ça aussi chez les chrétiens, mais là encore une fois ça va changer de symbolique. Alors là par contre on ne parlera plus de malédiction ou encore d'honneur bafoué. Non, alors chez les chrétiens c'est juste une façon de pouvoir humilier l'ennemi et de lui faire un joli cas d'honneur. En gros, l'attaque du lâche. Ton ennemi est mort? Bon bah rajoute-en une couche, de toute façon il peut plus se défendre. Alors du coup, qui a fait les frais de la damnatio memoriae? La logique voudrait qu'on n'en sache rien. Bah oui, les mecs étaient quand même condamnés à être oubliés, donc dans la logique des choses, on ne devrait pas savoir, nous, aujourd'hui, qui ils étaient. Alors, sauf que c'est plus complexe que ça. T'as beau bloquer ton ex de partout et découper sa tête sur toutes les photos, t'as toujours un abruti pour te parler de lui. Donc au final, même si on a peu de renseignements sur eux, on connaît quand même quelques victimes de cette condamnation. Parmi elles, on a Marc-Antoine. Ouais, ça a un petit peu foiré pour lui. Il a même eu le droit à des comédies musicales. Néron et Caligula. Limite, on les connaît plus en fait que certains auteurs qui ont fait l'objet de consécratio. L'histoire de la damnatio memoriae la plus connue, c'est celle de Geta. Alors déjà, tu te doutes que ça a foiré vu que je suis en train de t'en parler. Mais il n'empêche en fait que les sources qui nous racontent cette histoire, elles sont limitées. Et contradictoire parfois. Donc ça aide pas trop en fait pour connaître la vérité vraie. Jenny, non, chérie. Alors laisse-moi te raconter ce que l'on sait sur la vie et la condamnation de Geta. Caracalla et Geta sont deux frères nés respectivement en 188 et 189.
Alors, c'est pas leur nom de naissance, mais on va pas rentrer dans les détails. Le seul truc que je te dirais, c'est que Caracalla doit en fait son nom à un certain manteau gaulois dont il a lancé la mode. Peut-on faire confiance à un mec dont la renommée tient à un bout de tissu? Alors tu vas voir avec la suite que la réponse, c'est non. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux frères n'ont jamais pu se blairer. Et comme leur père, empereur de profession, était pas le dernier quand il s'agissait de déconner un petit peu, il a décidé de laisser un testament où il indiquait que ses deux fils, qui se détestent, je rappelle, lui succéderont et régneront main dans la main. Tu te doutes bien que ça fout la merde. Alors on essaye bien de diviser l'Empire en deux, de filer l'Occident à Caracalla et puis l'Orient à Geta. Mais est-ce que t'as déjà essayé de partager un bonbon entre deux gamins capricieux? Un an après la mort du daron, tout le monde se réunit pour un petit repas de famille. Et là, Caracalla se dit que c'est le moment ou jamais. Du coup, il assassine son frère alors que ce dernier en fait se trouve dans les bras de leur mère. Je sais pas vraiment dire ce qui me choque le plus, le culot du mec ou le fait que Geta était dans les bras de sa mère à 23 piges. Alors c'est là que ça a des versions en fait qui diffèrent. Il y en a qui disent que c'est Karou qui a lui-même buté son ref, et d'autres disent en fait qu'il a commandité l'assassinat. En tout cas le gars il assume complet, et dès le lendemain en fait il se fait passer pour la petite miskine. Alors il hurle partout que c'est son frère qui l'y a poussé et surtout que c'est Geta le gros méchant. Du coup il le condamne à la damnation mémorielle. Il récupère les gravures, les documents où son nom était posé et on oublie tout. Manque de peau un certain Dion Cassius. Alors aucun rapport avec Céline Dion, ça se prononce même pas pareil en fait. Va tout mettre par écrit et c'est d'ailleurs en fait grâce à lui qu'on sait tout ça. Du coup, finalement, en fait, la damnation memoriae, ça aura marché que sur les auteurs femmes dont on a totalement rayé l'existence dans l'histoire littéraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux me soutenir, comme toujours, ça se passe sur ma page Tipeee. T'as le lien en barre d'infos. En tout cas, je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Étincelle qui t'a déçu. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou.